Le podcast du Centre national du livre aime les écrivains, qui débarquent dans les grands entretiens pour faire entendre leur voix unique. Au programme Chemin de traverse, écriture qui bouleverse. Écoutons les pensées, sages, énervées, extatiques, et laissons-nous bousculer pour ne plus revenir à l'identique. Dors ton sommeil de brute de Carole Martinez, publié aux éditions Gallimard, résonne comme une injonction qui s'adresserait à un enfant agité qu'on cherche à rassurer. Mais le choix des mots n'est pas anodin, il révèle une ambiguïté inquiétante qui se joue dans notre imaginaire. Carole Martinez convoque la nature, les oies sauvages, et nous invite à un voyage sensoriel et philosophique à travers l'histoire d'une mère et son enfant, Eva et Lucie. Eva, neurologue, s'enfuit de Paris, sa fille sous le bras, pour échapper à l'emprise de son mari, Pierre, qui ne supporte plus de partager sa femme avec sa fille. Direction la Camargue, les marais. Une nuit, Eva est réveillée par sa fille qui hurle, prisonnière d'un cauchemar. Mais ce soir-là, ce sont tous les enfants situés sur le même méridien qui ont crié. Et le cri fera le tour de la planète avant l'apparition de phénomènes étranges. La grande traversée avec Carole Martinez, c'est parti. Le roman, ça commence comment ? Mon prof de fac, Jean Delabroix, qui est un auteur aussi d'ailleurs maintenant, qui a publié chez Vertical et tout, mais que j'adorais, qui était un super prof de lettres. D'ailleurs, c'est tellement drôle parce qu'on est nombreux à l'avoir eu dans les auteurs comme prof. Ah oui ? C'était à Jussieu, à Paris 7. Et lui, je sais plus, il faisait mon mémoire il était mon directeur de mémoire de maîtrise et je lui ai dit, il m'a dit tout va bien, et je dis j'ai plus de boulot. Donc je pouvais plus continuer mon mémoire, il fallait que je trouve du boulot quoi. Ouais. Parce que comme j'avais repris mes études un peu tard, il fallait que je me démerde, il fallait que je paye mon loyer, Et donc il m'a dit ok, je vais essayer de vous en trouver. Il m'a rappelé le soir même, il m'a dit sémiologue, ça vous dit ? J'ai dit c'est quoi ? Ça consiste en quoi ? Il m'a dit mais je vous rappelle que vous faites une maîtrise de sémiologie du texte et de l'image. Ah ouais, mais je croyais que c'était lettres modernes. Et puis j'ai travaillé, j'ai fait de la sémiologie dans une boîte qui avait été montée par Michel Hansen, qui était un ancien prof de fac d'ailleurs. Et c'était génial, on étudiait les univers de l'eau, des parfums, pour monter, pour inventer de nouveaux parfums, de nouvelles zones minérales, de nouvelles... Tu vois, à chaque fois, les personnes qui voulaient travailler sur un produit quel qu'il soit, en fait, ils demandaient d'analyser tout l'univers du produit en question et de voir où ils pouvaient se situer, en fait, dans cet univers-là. Et c'était vraiment passionnant. Mais c'est comme si tu racontais une histoire. C'est comme si tu fais une enquête. Tu fais une enquête. Tu fais une enquête. Tu fais une enquête, tu regardes tout ce qui existe sur la pub, le packaging, les noms de marques, tout l'imaginaire qui est associé à chaque marque. Non, c'était vraiment intéressant et à chaque produit. C'était super intéressant. Donc j'ai fait ça pendant quelques années et j'ai même arrêté d'ailleurs de faire mon mémoire de maîtrise parce que ça me passionnait trop, tu vois, j'ai arrêté. Et lui, ce qui l'avait intéressé chez mon patron, c'est mon boss, quoi. Ce qui l'avait intéressé, c'est que j'écrivais pour le journal de Carrefour sur les landaus et n'importe quel produit, le beurre, et je faisais un mémoire sur le sang dans l'œuvre de William Faulkner. Donc tu vois, il disait ça c'est super, c'est exactement ce qui me plaît, c'est le grand écart. Et voilà, je me suis vraiment beaucoup amusée, mais en fait je trouvais que finalement la sémiologie au bout d'un moment ça manquait de sens, hein, et que j'avais pas forcément envie de leur permettre de mieux vendre les produits, mais j'avais plus envie de faire quelque chose vraiment qui pouvait être essentiel, et puis j'avais toujours envie d'écrire. La fiction, ça vous manquait ? Moi, j'ai toujours été passionnée par tout ce que j'ai fait, hein. Donc tu vois, j'aurais pu j'avais juste en parallèle toujours, j'écrivais Le Cœur cousu, mon premier roman, je l'ai écrit pendant, je dis 15 ans, mais enfin peut-être 20 ans. Il était toujours à côté, j'aurais pu finalement ne jamais le terminer, tu vois, c'était là, c'était une histoire parallèle, c'était une vie parallèle en fait que je menais, donc c'était pas... mais j'avais envie que ma propre vie, en fait,
prenne sens, tu vois. Enfin, ça me suffisait Vous pouvez plus. pas décorréler les deux. Enfin, Disons que c'était pas le même rythme, tu vois, la vie, ça te prend, ça t'embarque, tu vis t'es soumis à la moindre rencontre, tu vois, enfin moi j'étais très, très comme ça en plus. Après, ce qui me structurait, c'était mon boulot, mais autrement, où trouver le temps, où trouver la force et la confiance en soi aussi pour vraiment se dire, ah bah maintenant j'écris, quoi. Maintenant, je vais arriver au bout d'un livre. En fait, moi, c'était juste une petite, mon petit espace à moi, quoi, l'écriture, tu vois. C'était pas, je rêvais et je me disais un jour je finirai un roman. Mais c'était une sorte de rêve, tu vois. Et donc pour le sens de ma propre vie, je me suis dit il faut qu'elle ait un sens. Tu vas devenir prof. Et donc j'ai décidé de passer le CAPES, j'ai repris mes études, j'ai passé le CAPES, mais tu vois là aujourd'hui je parle et tout machin, mais à l'oral du CAPES j'ai pas réussi à parler tellement j'étais tétanisée. Mais j'étais tétanisée, j'étais face en plus c'était les membres du jury les plus sympas et ce jour-là et pourtant, j'avais vraiment beaucoup bossé. Hein. Je voulais vraiment, hein, j'avais repris mes études, je voulais vraiment devenir prof, j'avais arrêté mon boulot, je voulais vraiment. Et je leur ai dit au bout d'un moment, vous n'avez pas la sensation que je vous dis n'importe quoi là. Puis je me suis arrêtée. C'était impossible. Donc quand je suis sortie de là, je me suis dit, j'ai 3 semaines avant les résultats. Faut que je fasse quelque chose pour tenir debout. En plus, mon copain de l'époque, déjà Laurent. Mon copain de l'époque m'avait plaqué à ce moment-là, donc je me sentais un petit peu désespérée. J'avais pas encore d'enfant, et moi qui cherchais un sens. Qu'est-ce qui s'est joué ce jour-là pour avoir la gorge nouée? Je sais pas, j'ai eu une angoisse, tu vois, j'ai eu un moment de qu'est-ce que je fais là, je suis pas capable, quoi, tu vois, enfin c'est, mais je pense qu'on en a tous des trucs comme ça, tu vois, c'est puis on attend, on arrive aussi parfois à s'abîmer soi-même, tu vois, à se mettre des bâtons dans les roues tout seul, quoi. Donc là je me suis dit je suis pas capable, tu vois, voilà, je me suis pas, ça c'est souvent un truc qui se balade chez moi, je suis pas capable, mais en tout cas j'ai 3 semaines. Après, je vais recommencer à bosser. J'ai 3 semaines. Je vais écrire un roman. Comme ça, au moins, quand tu auras les résultats, j'aurai fait quelque chose. Et tu vois, comme si sur cet échec-là, je pouvais. Ouais, il fallait que je transforme. Ouais. Il fallait que je fasse quelque chose duquel je pourrais être un peu fière et tout. Et donc, ça faisait très longtemps que je voulais écrire, finir un roman. J'en étais pas capable. Tu vois, je me suis dit, j'ai 3 semaines, je vais pas faire le cœur cousu parce que ça va me prendre encore des années. Donc, en 3 semaines, ça va pas beaucoup avancer. Je me suis dit, allez, je vais écrire un roman jeunesse. Je vais écrire, allez, une 60aine de pages, je vais être capable. Et je me suis lancée dans un roman policier jeunesse qui à l'époque s'appelait, j'ai intitulé Le Cri du livre. Et je me suis tellement amusée. C'était tellement consolateur, c'était extraordinaire en fait. Je me fichais totalement d'avoir raté. J'attendais les résultats, mais je les attendais même plus, quoi. J'étais dans mon histoire avec mes personnages. C'était consolateur, mais c'était inimaginable. Vous avez fait exprès de rater pour faire ça? Mais pas du tout. J'ai pas du tout fait exprès de rater. Mais du coup, cet échec-là. Peut-être que si j'avais réussi à parler ce jour-là, j'aurais jamais écrit finalement jusqu'au bout quelque chose, je sais pas. Là, il fallait que je me prouve quelque chose. Donc, c'était pas 60 pages, c'était un roman de 180 pages au bout de 3 semaines. Mais comme c'était, je sais pas, j'avais la sensation que comme c'était de la jeunesse, c'est idiot, hein, c'était imbécile, mais ça me décoinçait. Tu vois, ça me permettait d'y aller. J'arrêtais de me censurer, je sais pas, tout d'un coup, ça me paraissait plus facile d'écrire quelque chose pour la jeunesse. Et puis, j'avais pas mon CAPES, hein, j'ai pas eu mon CAPES cette année-là, ça c'est sûr, mais j'avais écrit un roman, donc de toute façon c'était fantastique. Et il a été pris à l'époque chez Pocket, et je l'avais envoyé en fait dans 5 maisons d'édition.
Et c'est Pocket qui l'a pris. Ils m'ont dit, l'histoire, elle est extraordinaire. C'est vraiment, Spielberg pourrait la filmer et tout. C'est vrai. Ah ben j'étais là, oh bon. Pareil pour Dors ton sommeil de brute. Pareil. Mais ils m'ont dit, c'est fabuleux et tout. Mais la personne qui m'a reçue, donc la directrice éditoriale, m'a dit, mais franchement, vous écrivez pas terriblement bien. Donc il va falloir réécrire tout ça. J'ai dit, ah bon. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'écris mal? Alors je dis, mais qu'est-ce qui va pas? Alors, bah oui, il y a beaucoup de mots argot, va falloir retirer. Et puis, sur le plan des temps, en fait, c'est pas très net, c'est pas très clair. Non, il va falloir tout ça. Et je me disais, mais merde, quand même, moi j'avais la sensation de ne pas être si mauvaise, quoi. Mais c'était dur. Bon, l'année d'après, j'ai eu mon CAPES, j'ai pu parler, donc c'était génial. Bon, mon médecin généraliste m'a donné des calmants. J'ai quand même fait un aft géant sur la langue, j'arrivais plus à parler, il fallait que je mette un truc pour non, alors non, j'ai pas essayé, mais il y avait une sorte de petit truc anesthésiant comme ça que je pouvais me mettre avec un coton-tige avant de parler pour pouvoir parler, tu vois, c'était n'importe quoi. Non, mais ce qu'on se fait quand même pour s'empêcher. Et puis après, j'ai été prof pendant 10 ans, mais j'avais toujours cette envie. Et ce roman, oui, parce que ce roman chez Pocket, du coup. Il est sorti, j'ai fait. Vous avez retravaillé le texte? J'ai retravaillé le texte, en fait, c'était pas grand-chose. C'était franchement. Mais tu vois, ça m'est resté, c'était. Bon, j'écris pas bien, ça m'est resté. Tu vois, c'est pas, c'était un peu dur, un peu violent. Je trouve ça. Alors que, moi, on m'a toujours dit que j'écrivais plutôt bien, tu vois, et donc d'accord. Et puis mon compagnon, je parlais tout le temps du cœur cousu. Au bout d'un moment, il m'a dit, bon, écoute, maintenant ça suffit. Tu prends un an, t'arrêtes d'enseigner pendant un an. J'adorais enseigner, mais t'arrêtes d'enseigner pendant un an et tu finis ton roman. Et c'est moi qui bosse. Enfin, il bossait et on se débrouillera avec moi. Et j'ai dit, super sympa, c'est adorable. Hein. Donc, je me suis mise pendant un an. J'avais 2 enfants à ce moment-là, donc ils dormaient pas la nuit. Hein. Et je me suis mise à écrire. J'exagère, il n'y avait plus que Valentine qui ne dormait pas la nuit. Noé, ça y est, il dormait. Et je me suis mise à écrire Le cœur cousu. Mais tu vois, toujours la trouille. C'est-à-dire, ça faisait déjà 15 ans, 16 ans que j'étais sur Le cœur cousu. J'avais écrit 100 pages. Mais en fait, au moment où j'ai eu tout mon temps... Page blanche. Non, je me disais, c'est nul, c'est tellement loukoum cette histoire, ce truc, ce machin. Oh, je vais en écrire une autre. Et j'avais une autre idée et tout. Je me rappelle, je l'ai dit à Laurent, oh, en fait, c'est loukoum. J'ai une autre idée et je lui ai raconté mon idée. Non, mais il m'a dit, mais une fois de plus, t'as peur d'aller jusqu'au bout. T'as peur d'aller jusqu'au bout, c'est juste ça en fait. Tu choisis un chemin de traverse pour te barrer et pas aller jusqu'au bout de ce que tu as envie de faire. Il m'a dit, non, tu continues. C'est n'importe quoi là. Tu te juges, tu t'abîmes, Vas-y. Donc, t'imagines, en fait, je lui dois beaucoup de ce point de vue-là. Vraiment, lui, il avait confiance en moi, alors que moi, j'avais pas confiance en moi. Et il n'était pas du tout dans la littérature, ni quoi que ce soit. Hein. Et donc, je m'y suis mise. Et puis, à la fin de l'année scolaire, je lui ai dit, écoute, j'ai raté mon coup, j'ai pas fini. J'ai écrit 300 pages, mais il en faudra 400. J'ai pas terminé. Et il m'a dit, tant pis pour toi, t'as pas fini, tu déposes inachevé chez un éditeur. N'importe lequel, mais au moins un. Bravo. Et moi j'étais là, ah bon, mais ça se fait pas. Et puis toujours cette peur, tu vois, de pas être... Et comme je rêvais de Gallimard, en fait, j'ai déposé inachevé chez Gallimard. Je suis partie avec mon vélo sur le siège bébé. J'avais mis mon manuscrit. Et j'avais fait une lettre en disant que c'était les 2 premières parties d'un triptyque, mais que je reprenais mon boulot et que ça allait être difficile parce que j'arrive pas à faire 2 choses à la fois, donc d'enseigner et d'écrire, mais que j'avais envie de leur sentiment de lecture, quoi, pour savoir. Et puis je l'ai donc déposé à l'accueil. Et c'était mi-juillet. Et puis après,
Je me suis dit quand même un peu prétentieuse quand même. Hein. Tu déposes à l'accueil chez Gallimard, comme ça. C'est vraiment... faudrait peut-être que tu ailles le déposer ailleurs, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, j'ai déposé chez quatre autres éditeurs en me disant... Et finalement, j'ai eu un coup de fil de Jean-Marie Laclaftine, je ne savais pas du tout qui c'était. Hein. Je lui ai demandé d'épeler son nom et tout au téléphone. Mais il s'est présenté comme un lecteur. Moi, je me suis dit, un lecteur, ça doit être quelqu'un qui lit en premier, un étudiant. Puis il avait une voix un petit peu quand même... Je me dis, c'est un vieil étudiant. Mais et puis, au bout d'un moment, quand même, il m'a dit, mais j'adore, vous êtes une merveilleuse conteuse. C'était en septembre à la rentrée. Quand est-ce que vous aurez terminé? Je ne savais pas, moi. Je reprenais mon boulot. Je ne savais pas du tout quand est-ce que j'aurais terminé. Je lui ai dit 3 mois. Il m'a dit, bah écoutez, on va attendre 3 mois. C'est fantastique. Mais comme j'y croyais pas et qu'il a senti que je croyais pas, au bout d'un moment, il m'a dit... mais vous savez quand même, je suis assez influent chez Gallimard. Hein. Ah bon? Je me suis dit, bon, il faut que je le rencontre. Alors je veux vous voir pour être sûre que c'est pas n'importe quoi, que c'est pas un mensonge, que c'est vrai. Donc il m'a donné rendez-vous et je l'ai rencontré, mais juste une fois que je l'ai rencontré, la seule chose que j'avais envie, c'était de me sauver. Parce que, ok, il existait, okay, c'était pas une blague, mais je me sentais pas du tout à l'aise. Donc, tu vois, je voulais repartir. Et puis finalement, j'ai terminé mon roman, mais pas du tout en 3 mois. Je l'ai rendu en février. Et puis il est passé en comité de lecture. Et puis, je pourrais te raconter tellement je me souviens de tout. Je me souviens, tu sais, c'est des choses, c'est tellement, c'est tellement important en fait que moi je me rappelle du moindre détail, alors que j'ai pas une super bonne mémoire. Mais là, je me rappelle du moindre détail, de la moindre expression, de tout ce que j'ai ressenti. C'était tellement énorme que mon roman sorte chez Gallimard. Et la seule chose qu'il m'a dit à l'époque, c'est écoutez, c'est passé à l'unanimité en comité de lecture. À l'unanimité? Ouais, c'est merveilleux, votre roman est merveilleux, mais le titre est pas bon. Et ça s'appelait La Traversée. Et même j'avais retiré le là parce que j'avais vu que Labro avait écrit un roman qui s'intitulait La Traversée chez Gallimard, dans cette couverture à laquelle je rêvais, tu vois. Donc c'était pas possible. Donc je me suis dit bon, allez, on va retirer le là, Traversée. Et Jean-Marie Laclaftine m'a dit ah non, là c'est pas assez concret, et il m'a proposé Le Cœur cousu. Oui, ça change par rapport à l'idée de... Je trouvais ça... C'était juste un chapitre du roman où Frasquita Carrasco, l'héroïne, cousait un petit cœur pour la Vierge de son village qui en fait n'en avait pas. Et c'était juste un chapitre. Mais c'était... Comme avant, il avait proposé La Femme jouée. Et il se trouve que cette histoire, c'est une histoire de famille. Et c'était l'histoire de mon aïeul Frasquita, donc, qui a été joué, perdu au jeu par son mari, qui a été réveillé dans la nuit par les villageoises qui lui ont dit « Sauve-toi, Frasquita, ton mari t'a perdu, il y a un homme, il vient, il va te prendre. » Et donc, elle s'était sauvée. C'est ça, votre histoire? L'histoire familiale, c'est ça. Après, moi, j'en ai fait autre chose, mais l'histoire familiale, c'est ça. C'est cette femme qui se sauve pendant la nuit avec sa charrette à bras, tous ses enfants dans la charrette à bras, parce que son mari l'a joué perdu. Et d'après ma grand-mère, qui traverse l'Espagne à pied, après qui traverse la Méditerranée à la rame jusqu'en Algérie et qui meurt dans la misère de l'autre côté en Algérie. C'était ça l'histoire familiale. Et je me disais, oh là là, ma grand-mère voyait dans cette femme une sorte d'héroïne fantastique et tout merveilleuse, et moi je voyais une victime. Donc je voulais réparer ça et j'ai créé quelque chose pour en faire une héroïne. Tu vois, j'ai réécrit l'histoire familiale. Et l'objectif, c'était vraiment d'en faire une héroïne. Et de mettre son désir au centre de tout, et pas le désir des hommes. Oui, non, même pas de la faire grandir, pousser comme un grand mât, tu vois, dans cette traversée de la Méditerranée, et d'en faire un personnage magnifique. Et je lui ai donné une arme, parce qu'elle n'avait pas d'arme dans sa vie réelle, et je lui ai donné une arme, c'était une aiguille. Et donc, grâce à cette aiguille, en fait, elle peut tout recoudre. Et c'était à la fois l'aiguille du désir et l'aiguillon
et l'aiguille qui permettait vraiment de travailler le textile, sachant que c'était l'aiguille parce que le mot texte vient du mot textile et qu'en fait tout texte sur le plan étymologique est une trame de mots, est un tissu. Donc j'avais envie de travailler tout ça et je suis partie dans ma traversée avec elle, tu vois, voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et puis Le Cœur cousu, c'était un premier roman, tu vois, au début. Moi j'étais tellement contente. Et puis il se passait rien. Et puis j'ai vite compris que normalement, c'est 3 mois de durée de vie en librairie et moi il se passait rien. Et puis Laurent m'a dit écoute, arrête-toi de travailler une autre année, puis tu vas en écrire un deuxième et ça va sauver le premier. Donc j'ai demandé une année pour l'année d'après. Et puis finalement, le livre, il est sorti, il a été porté par les libraires, il a été porté par les jeunes, en fait, beaucoup, puisque après ça, tu vois, il est sorti en février, et je me suis retrouvée avec le Renaudot des lycéens en novembre. Les libraires il y a une sorte de bouche à oreille incroyable, et puis j'ai été étonnamment aussi, ça c'était fou, j'ai été portée par des personnes qui m'ont lu et qui étaient comme Edmond de Charleroux, Sabatier, Pivot, Samproun. Enfin, c'était incroyable qu'ils me lisent. C'était incroyable. Tu vois, j'étais sur la liste d'été du Goncourt, mais c'était juste fou. Tout ça parce que, grâce à Françoise Chandernagor, parce que j'avais fait une signature, je signais mes romans pour Gallimard, elle était arrivée en face de moi, et puis elle ne me connaissait pas, elle me disait « Oh, un premier roman, mais c'est bien, profitez tant que vous êtes jeune ». Et moi j'avais 40 ans, je dis « je ne suis pas de toute première jeunesse non plus, j'ai 40 ans ». Et elle m'a dit « Ah, mais comme moi quand j'ai commencé, je vous assure, c'est jeune ». J'ai trouvé ça génial. Je lui ai demandé de me signer son roman. Elle m'avait pas demandé le mien. Mais en fait, après, j'ai appris qu'elle l'avait demandé, qu'elle l'avait lu et qu'elle l'avait filé aux autres membres du jury, comme ça, quoi. Ça s'était fait... tu vois, les choses se faisaient en souterrain sans que je le sache. Et c'était juste... C'était un conte de fées, quoi. C'était incroyable pour moi. Et puis donc, cette année que j'avais prévue pour écrire un deuxième roman, je l'ai passé sur la route à parler du Cœur cousu et à défendre ce roman qui finalement n'était pas mort du tout, comme je le pensais, mais qui revenait comme un petit bouchon dans les librairies. Et j'avais des lecteurs et c'était extraordinaire, extraordinaire. Bon, et je te raconte des trucs là, je sais pas, c'est pas. Bon. Et puis après il y a eu le deuxième, donc j'en ai écrit un deuxième, j'ai pris mon temps, 4 ans, du domaine des murmures. Et là, je suis partie au XIIe siècle parce que je me suis dit, je peux tout faire quand j'écris, je peux voyager dans le temps si je veux. Je détestais l'époque médiévale. Moi, la classe de 5e, j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout avoir des 5e. Pourquoi ça nourrissait des fantasmes? C'était pas une époque très joyeuse? Bon, je sais pas, en fait, j'étais pas fan de l'époque médiévale. Je connaissais mal. J'avais détesté l'ancien français. Tu vois, tu es obligé de faire de l'ancien français quand tu passes ton CAPES. Et moi, j'avais détesté. C'était pas une époque qui me tentait, qui me réjouissait. Et puis, pour un chapitre dans le roman que j'imaginais faire, j'étais un peu condamnée à aller du côté de l'époque médiévale je voulais faire parler des femmes à travers les siècles du même endroit, donc d'un château qui s'appelait Les Murmures. Et je voulais. Et il y avait un chapitre au XIIe siècle avec une femme. J'avais choisi de faire parler une recluse. Une recluse, je ne savais pas ce que c'était à la base. Je suis claustrophobe et je ne suis pas croyante. Mais j'aurais bien aimé être croyante. C'est des femmes qui se font emmurer vivantes jusqu'à la mort pour être en prière, quoi, pour être plus proche de Dieu. C'est des sortes d'ascenseurs, tu vois, les reclusoires pour l'au-delà, quoi. C'est un truc incroyable, fou, parce que ça se faisait beaucoup au 12e, 13e. Il y avait énormément de recluses. Chaque ville avait sa recluse. Il y en avait, je crois, au 13e siècle, à un moment donné, il y en a eu plus de 200 à Rome en même temps. Tu vois, la plupart de ces femmes étaient des femmes volontaires.
faut le faire quand même. Hein. Tu rentres dans un truc, les recluses, en général, elles avaient même pas l'espace pour s'allonger. Donc c'était dans les cimetières, elles restaient à genoux, recroquevillées, debout, elles avaient une fenestrelle très en hauteur. Oui, mais pour elles, c'était... Mais tu vois, pour une claustrophobe comme moi, c'était inimaginable. Donc je voulais faire parler une recluse sur 30 pages dans un chapitre. Et je voulais pas du tout rester plus longtemps que ça dans ce reclusoire, tu vois. ni à l'époque médiévale. Et puis, elle m'a embarquée. J'ai trouvé ça extraordinaire. L'époque médiévale, je me suis renseignée comme une folle. J'ai lu Pastoureau, Le Goff. C'était magnifique. En fait, cette période, j'ai trouvé fantastique. À partir du moment où tu te lances dans quelque chose, tu sais, tu pars, tu voyages. Et ce personnage, il m'a embarqué. Et de 30 pages, tu vois, le chapitre, petit à petit, elle était dans un reclusoire, mais elle a gonflé. Et puis elle est devenue... Non, elle n'est pas montée du tout, en fait. La pauvre, elle croit qu'elle va s'élever, mais en fait, elle devient hyper charnelle. Et c'est plus du tout l'esprit, c'est la chair qui prend le dessus dans ce reclusoire. Il lui arrive des tonnes de choses et je m'ennuie pas du tout avec elle. Et en fait, on est resté 200 pages ensemble et elle est devenue l'héroïne du roman. Donc j'étais obligée d'accepter. Ça, c'est quand même mon éditeur à un moment qui m'a dit « Bon, t'en es où là ?» Et je lui ai envoyé ce que j'avais et il m'a dit mais elle a tout bouffé, Esclarmonde. Mais elle a tout mangé. Mais si tu fais les autres femmes et tout, mais ça va être un roman de 3000 pages. Tu vas encore mettre 15 ans, 20 ans à finir ce roman. Et Esclarmonde, excuse-moi de te le dire, mais elle a mangé le reste. J'étais désespérée à l'idée que Esclarmonde avait tout bouffé. Mais en fait, il fallait le reconnaître. Et donc, je me suis dit, je vais faire plusieurs romans. Parce que ma petite fille, j'avais une petite fille après au 14e qui devait parler sur un chapitre aussi. Je me suis dit, peut-être qu'elle a droit à un roman aussi à elle. Puis après, une femme au 16e, elle aura peut-être droit à un roman aussi à elle. Donc j'ai proposé à Jean-Marie, je lui ai dit, écoute, je te propose de faire un roman avec Esclarmonde, puis après un roman avec la petite fille au 14e, et après Jeanne de Balzac au 16e, et après, j'avais tout mon plan. Tout. Et il m'a dit, très bonne idée. Puis Du domaine des murmures est sorti. Et là, c'était encore le conte de fées, puisque j'étais sur le Goncourt. J'ai pas eu le Goncourt, mais j'ai eu le Goncourt des lycéens. C'était juste extraordinaire. Puis j'ai continué. Donc j'ai pu continuer d'écrire. Et j'ai écrit La petite fille après au 14e. Et c'est vrai que 30 pages, ça lui a pas suffi. Il en a fallu 350, je crois. Ouais, c'était de nouveau un voyage dans le temps. Mais c'était, tu vois, je prenais conscience aussi, quelque part, que en fait, quand on écrit, on peut se permettre de voyager comme ça, dans le temps, dans l'espace, dans les autres. Et c'est devenu quelque chose de... c'est devenu quelque chose de magique, de merveilleux, d'essentiel pour moi, quoi. C'est écrire et raconter des histoires. Et voilà. Et maintenant... je viens de sortir Dors ton sommeil de brute. Et cette fois, je ne suis pas dans le passé, tu vois, parce que j'ai fait le 12e, j'ai fait le 14e, j'ai fait la fin du 19e, et j'ai fait... dans le dernier, j'étais aujourd'hui, mais je repartais pendant la guerre de 14-18 et pendant la guerre d'Espagne. Et là, j'ai décidé d'être dans le futur. C'est tellement agréable quand t'écris. Ouais. C'est tellement... Enfin, moi, je trouve, c'est tellement fabuleux, t'es tellement... Parce que t'as l'impression que tu tisses une sorte de cocon, quoi, qui finalement... Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le vis. C'est-à-dire, je suis pas du tout dans quelque chose qui est de l'ordre... je suis pas capable, dans quelque chose qui est de l'ordre de parler de moi directement, tu vois. Je suis pas capable. Pourtant, je suis pas pudique dans la vie, hein, mais je sais pas pourquoi. C'est pas comme ça que ça fonctionne pour moi. Je peux pas parler directement de ma vie. Je dois passer par la fiction pour le faire, tu vois. C'est un don. Je sais pas si c'est un don, mais c'est comme ça que, tu vois, c'est comme ça que je fonctionne. C'est par la fiction. Je pense que c'est pas parce que tu racontes ou que tu écris quelque chose qui est complètement de la fiction, qui est complètement qui peut paraître complètement hors sol, qui peut paraître... c'est pas parce que tu es au XIIe siècle que
que finalement tu racontes pas des choses intimes. Tu vois, c'est un truc. Je crois beaucoup à la fiction viscérale, c'est-à-dire au fait que tu peux utiliser la fiction pour dire ce que tu ne peux pas, pour certains, exprimer directement. Il y en a qui l'expriment à travers leur œuvre directement, et je trouve ça extraordinaire de pouvoir le faire, tu vois. Ou qui en font le support en fait de multiples œuvres, tu vois, qui continuent à interroger en fait leur vie, leur douleur, leur joie, leur tout, quoi. C'est la trame. Je trouve ça, voilà, c'est très beau. Mais moi en fait je suis obligée de enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ça changera. Je suis obligée de passer par la fiction. Mais on se sent différent après avoir écrit un tel ou tel livre? En tant qu'auteur ou en tant que personne, en fait. Justement, c'est une question que je me pose. Les deux. Différent. T'es tellement heureux et joyeux quand ça se passe bien. Ouais. T'es dans une sorte de... T'es emporté... Il y a un truc incroyable, comme si tu chantais et puis qu'il y en avait qui dansaient alors que tu es en train de chanter, tu vois, et que tout d'un coup, en fait, la réception, c'est comme si tu arrivais à une forme de communication bizarrement tellement importante pour soi, en fait, cette idée que d'autres peuvent, voilà, c'est presque une communion, que d'autres peuvent ressentir des choses que tu ressens, qui peuvent utiliser leur propre imaginaire, leur propre vie, leur propre existence, leur propre sensibilité, en fait, pour faire quelque chose et écrire quelque chose autour de ce que toi t'as écrit, tu vois, de concevoir quelque chose. Il y a un truc fou quand même dans l'intimité t'écris, et dans l'intimité il y a un lecteur qui te reçoit, et dans l'intimité, sans se connaître, on fabrique quelque chose ensemble. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, et c'est quelque chose qui arrive à recouvrir, ça dure pas forcément, mais cette solitude existentielle, enfin, ce truc qui fait que parfois il y a des abîmes qui s'ouvrent sous nos pieds, quoi. Je sais pas, enfin, cette sensation de solitude qu'on peut ressentir, que je pense beaucoup de gens ressentent, peut-être, voilà, et c'est par moments, tu vois, mais t'as des moments où t'as beau être avec les gens que t'aimes, ou je sais pas, il y a des moments où je sais pas, il y a quelque chose qui s'écroule, et tu te sens désespérément seul. Et je trouve que voilà, ça c'est un moyen de murmurer des choses, l'air de rien, et voilà, et de sentir que ça résonne. Il y a quelque chose qui fait que on peut être ensemble. C'est un truc, c'est vraiment très très bizarre. Donc oui, de ce point de vue-là, des fois je me dis, c'est magnifique, ça résonne. Mais après t'as très très peur de, justement, que ça résonne pas, quoi, qu'en fait tu sois aussi seul que tu pouvais l'imaginer. Tu vois, c'est un truc, et je ne sais pas pourquoi, c'est tellement inquiétant, et il y a beaucoup de gens qui écrivent, et il y a beaucoup de gens qui se jugent en écrivant, et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'abandonner sur le papier, alors qu'ils sont seuls face au papier. Normalement, tu es seul, tu peux y aller. Ben non. Et comme si finalement tu te dénudais, et t'as peur de ta nudité sur le papier, même sous ton propre regard, et c'est quand même un truc étrange, je le ressens aussi, hein, ça peut arriver, mais il faut lâcher, il faut y aller, c'est pas grave, et ça c'est génial. Alors, est-ce que ça m'a changé
est-ce que ça change profondément? Oui, je pense que parce que tu réfléchis à des choses aussi quand tu écris, tu approfondis, tu te documentes. Donc il y a des tas de choses qui font que tu peux modifier ta façon d'imaginer le monde ou de ressentir le monde à travers tout le travail que tu as fait pour écrire un livre. Là, en particulier pour Dors ton sommeil de brute, il y a des tas de choses qui m'ont bougé. Votre livre convoque une sorte de mère nature. Une forme de mère archaïque, de volonté d'harmonie et de peur, des peurs. Et comment faire passer à l'homme son goût du néant. Parce que je m'appuie en fait sur un poème de Baudelaire qui s'intitule Le goût du néant, qui pour le coup parle plus de la dépression en fait que d'autres choses, je pense. Mais Le goût du néant, j'adore ce titre parce que c'est à la fois la saveur du néant. Quelle saveur a le néant sur la langue, ce qui est quand même fou, parce que le néant, c'est quoi? C'est la saveur que ça a sur la langue, et le goût du néant, c'est aussi l'attrait pour le néant que peut avoir l'être humain. L'attrait pour le néant et aussi pour l'anéantissement. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que, alors qu'on est quand même extraordinaire, dans le sens où on pourrait être des gardiens, on a une sensibilité à la beauté, on est capable d'admirer, on est capable, tu vois, de tellement d'empathie, on est capable de... Et ben malgré tout, si tu veux, on adore l'anéantissement. C'est un truc, non mais la cruauté, les guerres, les trucs, ça fait partie de nous. C'est une de nos couleurs, tu vois, mais on est à la fois sublime et monstrueux. Et moi, j'aime l'humanité, mais vraiment, j'aime ce que c'est qu'un être humain, mais ce goût pour le néant qu'a l'humain, je trouve incroyable. Donc comment arriver à s'en guérir ? Comment arriver à s'en passer? Comment arriver, tu vois, à retrouver quelque chose qui serait harmonieux? Quand tu parles de spiritualité, oui, quelque chose qui serait une spiritualité, mais pas forcément avec un Dieu, parce que le problème, en fait, du religieux, c'est que après, voilà, il y a des dogmes, il y a des interdits, des jugements, et c'est pas toujours pacifié, quoi, tu vois, une religion. Et ça, c'est pas possible. Et c'est aussi parfois, et ça, c'est l'horreur, et quand une religion devient très, 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 très forte et très puissante, eh ben, elle est un levier de pouvoir. Et ça fait partie de notre histoire, quoi. C'est la religion, c'est à la fois ça pourrait être quelque chose de magnifique parce que c'est spirituel, parce que ça pourrait être un élan, ça pourrait être, et voilà, ça devient un truc comme on sait le faire, quoi, monstrueux. Quel dommage. Donc je pense pas que ce roman cause de Dieu, mais ce roman parle de la relation que l'être humain peut avoir aux autres, à la planète, aux éléments, à la vie, quoi, à la vie, au battement, en fait. Et cette idée que, tu vois, on peut être dans une petite cellule complètement isolée du monde et tout, et en même temps, qu'on est complètement branché sur les autres et sur l'humanité. Moi, ça, c'est un truc, en fait, j'y ai pensé au moment du confinement. Parce qu'au moment du confinement, je me suis retrouvée dans ma maison, chez moi dans l'Orne, isolée avec mon mari et ma fille, dans un jardin. C'était super, hein, hyper contente d'être chez moi. Mais bon, terrifiée, parce que les épidémies, il se trouve que c'est ma phobie à la base. Donc j'étais en plein dans la phobie. J'ai bien travaillé sur la peste, dans La Terre qui penche. J'adore. Mon père il m'a montré tous les trucs abominables, toutes les images possibles de dermato, de tout, quand j'étais petite. Donc ça m'a bien fait peur. C'était les ogres de mon enfance. Et donc je me retrouvais là, isolée du monde. Et en même temps, on avait la radio, la télé branchée, on était branchés sur l'actualité en permanence, on entendait les frontières se fermer, et le nombre de morts, le nombre on était complètement isolés et complètement avec le reste de l'humanité.
C'était un truc étrange. Donc j'ai utilisé ça. J'ai utilisé cette interdépendance, en fait, entre cette fille et cette mère qui sont en huis clos, presque, voilà, à part Serge qui va venir. Mais ça il faut lire le livre. Serge qui va venir bousculer ce huis clos, et toute l'humanité, en fait, qui retentit des mêmes peurs, des mêmes angoisses, des mêmes rêves que cette mère et sa fille. Carole Martinez, c'est parti pour la lecture. 3e rêve, Mia, 11 ans, Lunel, France. Nuit du 28 au 29 mars. Des galettes d'œufs en forme de navette, des œufs collés les uns aux autres, pondus par centaines dans l'eau, blancs, puis gris, puis noirs, des œufs dont nous sortons. Une éclosion vers le bas, vers les profondeurs sombres de la mare, ou du seau, ou du puits, ou même du verre, oublié trop longtemps sous le lit, abandonné contre le mur blanc. Nous sommes une énergie, un mouvement vif, un sursaut. Larves, nous grandissons la tête en bas. Larves, nous grouillons suspendus à la surface. Nous sommes une multitude accrochée à la ligne d'eau, les uns contre les autres. Mais notre enveloppe n'est pas assez élastique. Nous grandissons trop vite dans ces sacs trop étroits et le temps passe en frétillement, le temps varie, s'accélère, se ralentit en fonction de la chaleur. Nous flottons, nous vibrons, nous nous projetons. Nous sommes une énergie, un mouvement vif, un sursaut. Notre temps est celui du rêve. Une matière plus ou moins fluide ou visqueuse, soudain liquide, il s'emballe. Le tissu qui nous contient nous serre tant que nous le déchirons. Nous éclatons notre première enveloppe pour grandir davantage. Nous changeons de tenue, nous doublons de volume de nouveau, abandonnant nos vieilles peaux successives. Elles flottent alentour, oubliées, comme nos vieux habits que maman serre dans les malles au grenier ou qu'elle donne aux voisins. Nous couvrons toute la surface de la mare désormais, ou de la bassine, ou du verre oublié qui nous abrite. Nous sommes une énergie, un mouvement vif, un sursaut. Nous attendons que commence notre vraie métamorphose, tandis que la larve se change en nymphe. C'est si joli, ce mot, nymphe. Mais nous sommes monstrueuses, tout en yeux et difformes, aucune grâce vraiment. Aussi mobiles que les larves et encore plus laides. Nous sommes des nymphes, accrochées à la surface de la mare, mais tête en haut cette fois. Tout contre la frontière du réel. Nous nous sommes retournés vers le ciel lointain, vers l'au-delà de la surface, nous détournant des profondeurs immobiles du rêve. Nous sommes une foule de minuscules créatures noires dans l'eau stagnante. Nous changeons sous l'enveloppe. Nous changeons. Métamorphose. Nous sommes une énergie, un mouvement vif, un sursaut. Carole Martinez a été récompensée par le prix Renaudot des étudiants pour son roman Cœur cousu, paru en 2007, et par le prix Goncourt des lycéens pour Le domaine des murmures, publié en 2011 aux éditions Gallimard toujours. Dors ton sommeil de brute a été sélectionné par l'Académie Goncourt pour le prix Goncourt 2024.